En 2008, selon un rapport de KPMG, 80% des firmes du Global Fortune 250 publiaient un rapport de responsabilité sociale. Benabou et Tirole défendent, dans un article publié dans la revue Economica en 2010, la thèse qu'il peut s'agir d'un comportement prosocial délégué à l'avantage de parties prenantes. C'est cette hypothèse que testent Di Giuli et Kostovetsky dans leur article publié dans le Journal of Financial Economics. Pour mesurer ce lien direct entre la politique de l'entreprise en matière de RSE et les préférences des stakeholders en matière sociale, les auteurs utilisent les affiliations politiques. Ils s'attachent à vérifier que les firmes à inclination démocrate, c'est-à-dire des firmes dont de nombreux stakeholders soutiennent le Parti démocrate, sont associées à des politiques plus vigoureuses en matière de RSE. Le lien entre les affinités politiques et les choix d'entreprise en matière de RSE peut emprunter deux canaux. 1. Les préférences des dirigeants qui influent directement sur leurs décisions. C'est le poids de l'environnement politique interne. 2. Les préférences de stakeholders importants que l'entreprise veut satisfaire, comme des salariés, des clients ou des fournisseurs. C'est le poids de ces deux environnements sur la RSE qui fait l'objet de cette étude. Mais pour s'en assurer, il faut encore éliminer des explications concurrentes. Une association entre des mesures d'affinité politique et la RSE peut ne pas provenir d'un lien direct. Elle peut être le fruit d'un comportement stratégique de décideurs qui anticipent les desiderata des élus. Par exemple, les dirigeants d'une fabrique d'éoliennes peuvent verser de l'argent aux démocrates, non par conviction, mais parce qu'ils en attendent le vote d'une législation favorable. L'association peut provenir aussi de biais de sélection. Des cadres à sensibilité démocrate sont peut-être plus attirés par des sociétés actives en RSE. Ou encore de la recherche par les firmes d'un marketing à bon prix, ou enfin de la pression des investisseurs dans des fonds spécialisés SRI. La construction de l'échantillon a mobilisé de nombreuses bases de données. KLD pour la RSE, Boardex pour l'identification des CEO, administrateurs et fondateurs, le site du Federal Election Committee pour les dons aux partis politiques, Compustat et CRSP pour les données financières et boursières. Enfin, d'autres sources ont été utilisées, comme Thomson Financial pour l'identification des fonds mutuels SRI, la base OpenSecret pour les dépenses de lobbying. Au total, les auteurs disposaient comme univers de départ des 3000 plus grandes firmes américaines composant l'indice Russell 3000. Sur la période 2003-2009, elles sont suivies également par la base KLD. Le fort recoupement des bases KLD et Boardex a permis d'identifier 19 378 observations aux firmes années. L'échantillon constitué ne paraît pas être différent de ceux utilisés dans des études du même genre. L'âge moyen des CIO est d'environ 55 ans et leur ancienneté est de 7,6 années en moyenne. Seuls 2,5% des CIO sont des femmes. Les conseils d'administration ont en moyenne 8,9 membres, dont 6,5 indépendants. Pour chacun des 56 points forts ou points sensibles suivis par KLD, la base fournit une réponse de type 0 ou 1. Ces réponses sont agrégées, somme des points forts moins somme des points sensibles. Cette variable est ensuite centrée et réduite pour faciliter l'interprétation des résultats. L'environnement interne est apprécié à travers les pourcentages de dons effectués au profit des démocrates par le CEO, les administrateurs indépendants et le fondateur non CEO de l'entreprise. L'environnement externe est lui pris en compte à travers le pourcentage de votes démocrates dans l'État où la firme a son siège lors des dernières élections présidentielles. Une mesure de synthèse est ensuite construite
en prenant le premier axe d'une analyse en composantes principales, puis en centrant et en normant ce score. D'autres mesures ont été utilisées tout au long de l'étude, mais fournissent des résultats similaires et ne seront pas ici commentées. La variable de RSE est régressée sur la variable d'environnement politique. Un vecteur grand X de variable de contrôle est introduit, ainsi que des effets fixes par secteur et année. Les variables de contrôle concernent à la fois les caractéristiques financières des firmes et celles des CIO. Elles permettent de prendre en compte d'autres effets sur la RSE. Ainsi, les firmes les plus grandes et les plus rentables sont plus prédisposées à réaliser ce type de dépenses. Par parcimonie, nous ne reprenons ici que les coefficients significatifs parmi les variables de contrôle. L'association est significativement positive pour la taille et la rentabilité et plus faiblement pour le fait que le CIO soit une femme. Elle est négative pour le ratio book-to-market, indicateur de difficulté. Le plus important est le coefficient positif et très significatif de la variable environnement politique. Les auteurs répètent l'estimation du modèle de régression, mais en segmentant l'échantillon par quintile de taille. Il apparaît clairement que l'association est surtout puissante pour les entreprises de taille moyenne. Les petites n'en ont pas les moyens. Les très grandes ont des pratiques plus homogènes, quelles que soient les sensibilités politiques. Les auteurs construisent également des indices par grande catégorie de constituants de la RSE. L'association entre l'influence politique et ses constituants est surtout forte en matière de diversité, de communauté, c'est-à-dire pour faire simple, dons pour la charité, pour des œuvres éducatives, ou encore absence de fraude fiscale, et enfin en matière d'environnement. Enfin, les auteurs construisent deux indices, l'un à partir des seuls points forts et l'autre à partir des points sensibles. Les deux régressions montrent que l'association avec la variable politique est beaucoup plus marquée pour les forces. La pression politique se traduirait plus par des initiatives positives remarquables que par la volonté de réduire des points faibles. Di Giuli et Kostovetsky fournissent bien d'autres résultats. En particulier, ils montrent une association positive entre les frais généraux et commerciaux et le score de RSE. Des associations négatives entre le changement du score de RSE et le ratio de Return on Assets, et entre le changement de nombre de points forts et la performance mensuelle suivante du cours boursier. En conclusion, cette étude apporte un éclairage supplémentaire sur la question des déterminantes des politiques de RSE. Il semble bien que l'environnement politique est un effet. Les firmes dont l'environnement est démocrate sont plus actives en RSE. Ceci ne répond pas à une recherche d'amélioration de la rentabilité. Au contraire, cette dernière semble se dégrader aussi bien au niveau des ratios comptables que des performances boursières. La raison est peut-être le fait que les firmes cherchent plus à mettre en valeur des points forts, quitte à en payer le prix dans leur compte d'exploitation, qu'à réduire leurs faiblesses. Peut-être en tirent-elles en contrepartie des avantages directs auprès de certaines parties prenantes, comme le suggèrent Benabou et Tirole.